Il fut un temps où le visage de Jim Carrey était synonyme de rire universel. De In Living Color au phénomène mondial de The Mask ou Dumb and Dumber, Hollywood a trouvé en lui une machine parfaite. Il était imprévisible, rentable et inarrêtable. Il a été l'un des acteurs les mieux payés des années 90 et le roi incontesté de la comédie physique. Mais tandis que l'industrie faisait de lui une marque déposée, Carrey a commencé à changer dans ses discours et ses recherches, au point qu'on a commencé à le traiter de fou. L'ancien enfant chéri a commencé à affirmer que la célébrité est une illusion, que le moi est une construction, et que même cet être appelé Jim Carrey n'était rien de plus qu'un masque accepté par des millions de personnes, un masque dont il était déjà fatigué. Mais ne nous avançons pas. Dans des interviews de plus en plus étranges pour le grand public, Jim Carrey a commencé à déconstruire sa propre mythologie en direct. En 2015, la mort de son ex-compagne, Catriona White, et les poursuites judiciaires qui ont suivi l'ont placé au centre d'une tempête médiatique qui a profondément affecté son image. Depuis lors, il a alterné des projets avec de longues périodes de retrait, a critiqué ouvertement la façon dont Hollywood façonne les célébrités et s'est éloigné du jeu qui l'avait rendu millionnaire. Comme si cela ne suffisait pas, il y a à peine quelques jours, lors de la réception d'un prix honorifique au César, son apparition a suscité toutes sortes de débats. Était-ce à cause de quelque chose qu'il a dit? Non, ce n'était pas ça, mais son apparence qui a alimenté de sombres théories et spéculations. Cet acteur s'est-il éloigné des projecteurs de son propre gré ou a-t-il été écarté par une industrie qui ne tolère pas ceux qui la remettent en question? A-t-il vu en coulisses quelque chose qui ne devait pas être révélé? Jim Carrey est-il vivant? A-t-il été remplacé? Est-ce un clone? Dans ce reportage, nous allons parcourir l'ascension, puis la chute symbolique, et la transformation d'un homme qui est passé du clown le plus célèbre du monde au critique le plus important. Soyez les bienvenus du côté obscur de Jim Carrey. Si vous cherchez de nouvelles chaînes YouTube sur des thèmes de mystère, de conspiration et autres, permettez-moi de vous recommander Dimension Analogica. Cette chaîne est animée par Mathias Oniri, qui est le scénariste de la chaîne Magnus Mephisto, et d'autres chaînes que nous avons aussi, donc c'est un expert dans le domaine. Et maintenant, il est passé devant la caméra, écrivant les scripts et réalisant de nombreuses vidéos, comme par exemple Le côté obscur des élites d'Hollywood, Les secrets du Men Show, Qu'est-ce que Bohemian Grove, Les dossiers de Jeffrey Epstein et d'autres encore. Je vous mets le lien de la chaîne ci-dessous pour que vous puissiez la voir et vous abonner, car ces vidéos sont excellentes. Ces derniers jours, nous avons parlé des conséquences de la récente apparition controversée de Carrey. Les vidéos sont disponibles sur cette chaîne. Si cela vous intéresse, nous pouvons continuer à enquêter. Dans les coulisses d'Hollywood, commentez avec le mot « farce » si vous souhaitez que nous parlions d'autres célébrités qui ont su déranger les puissants. Et maintenant, commençons. La naissance d'un masque. Avant que le monde ne connaisse Jim Carrey comme l'homme capable de déformer son visage jusqu'à devenir un dessin animé vivant, il y avait un adolescent canadien qui dormait dans une fourgonnette Volkswagen garée aux alentours de Toronto. Né en 1962 à Newmarket, en Ontario, fils de Percy Carrey, comptable avec des aspirations de saxophoniste, et de Kathleen Oram, femme au foyer, Jim a grandi dans un environnement de classe ouvrière qui a connu de près l'instabilité. Lorsque son père a perdu son emploi, la famille a traversé une période de précarité, ce que Carrey lui-même se rappellera comme déterminant, non seulement sur le plan matériel, mais aussi psychologique. Pendant un certain temps, ils ont vécu dans une caravane et ont ensuite travaillé comme concierge de nuit dans une usine pour subvenir aux besoins de base. Ce paysage de couloirs industriels et de cars interminables n'a pas été une simple anecdote marginale, c'était le carburant émotionnel d'un jeune homme qui a commencé à comprendre l'humour comme un outil de survie. Carrey a raconté qu'il faisait des imitations de célébrités pour éviter l'isolement et pour faire sourire sa mère, qui traversait de longs mois enfermée dans le découragement et la tristesse. Il a aussi souligné que sa capacité à se transformer en d'autres lui donnait un certain pouvoir. Dans un contexte où le contrôle faisait défaut et où, autrement, il se serait senti totalement abattu, cela relevait presque du miracle. Sachant que son don pouvait être le point de départ de quelque chose qui l'aiderait à gravir les échelons, Jim décida de tenter sa chance sur scène. Sa première prestation officielle eut lieu au club Jog de Toronto, et ce ne fut pas un succès immédiat. Ce fut, selon ses propres mots, un échec douloureux. Il avait 15 ans et le public n'a pas réagi comme il l'espérait.
Il s'est fait huer et beaucoup ont éclaté de rire, mais ce n'étaient pas les rires qu'il attendait, c'étaient des moqueries impitoyables. Beaucoup à sa place auraient abandonné leur rêve après une telle expérience. Cependant, Jim a tout pris comme une épreuve. C'est ainsi qu'il a perfectionné son numéro, jusqu'à en faire un répertoire d'imitations millimétrées de personnalités comme Elvis Presley ou James Stewart. Il a ainsi développé une technique qui combinait une élasticité corporelle avec une observation chirurgicale, et sa persévérance a porté ses fruits. Même ceux qui avaient juré de ne jamais l'engager ont commencé à s'intéresser à lui et ont cherché à obtenir son numéro de téléphone. Déterminé à ne pas se contenter de peu et ayant compris à quel point le monde du divertissement pouvait être instable. Au début des années 80, Jim s'est installé à Los Angeles, le territoire où l'ambition artistique rencontre la machine industrielle. Sur la scène de la comédie américaine, il s'est fait remarquer pour un style différent du stand-up traditionnel. Une fois sur scène, Jim était un interprète qui semblait possédé par un courant électrique intérieur. Il ne faisait pas des blagues, il faisait de la performance. Il était cynique et unique en son genre. Quelqu'un l'a vu, a appelé quelques producteurs et une série de castings a fait le reste. Encore une fois, ce fut un parcours où le rejet ne manquait pas, mais la persévérance non plus. Sa présence dans l'émission In Living Color, à partir de 1990, a été un tournant. Là-bas, dans un format de sketch qui permettait l'exagération et des satires sans filtre, Carey a incarné des personnages qui l'ont transformé en une figure culte avant de faire définitivement le saut au cinéma. L'année 1994 a marqué le début d'une anomalie statistique à Hollywood. En quelques mois, il a sorti Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber, 3 succès qui ont renforcé une image précise. Le comédien déchaîné, dont la gestuelle semblait conçue pour repousser toutes les limites physiques. Les studios ont trouvé en lui une véritable mine d'or, et le public a répondu avec des chiffres au box-office qui l'ont placé parmi les acteurs les mieux payés de la décennie. Son visage a commencé à apparaître dans des magazines, sur des affiches et d'immenses publicités couvrant des immeubles. Déjà à cette époque, loin de toute complaisance, il a clairement affiché son esprit rebelle. Pour ne citer qu'un exemple, lors des MTV Awards de 1995, Cameron Diaz a reçu un baiser inattendu de Chris Isaak. Sur scène, on a pu voir comment le musicien et auteur a envahi l'espace intime de Diaz. En réponse, Jim Carrey lui a rendu l'appareil lorsqu'il est monté chercher son prix. L'image de Jim Carrey embrassant de force Chris Isaak pour venger sa collègue est devenue emblématique. Et sur ordre du réalisateur, viens ici bébé. Allez, viens ici bébé. Sur ordre du réalisateur, excuse-moi. Allez bébé. Je savais que tu finirais par changer d'avis. Jim Carrey et Lauren Holly, Dumb and Dumber. C'était le sommet, non, il restait encore du chemin. En 1996, il a signé un contrat historique pour jouer dans The Cable Guy, pour une somme qui a établi un précédent salarial dans la comédie. Il ne faisait plus aucun doute que Jim était là pour rester. Cependant, même au sommet de sa popularité, Carrey a commencé à être au centre de diverses polémiques. Un fou sur le plateau? Il y a 2 films qui servent de charnières psychologiques dans la vie artistique de Jim Carrey. Ce n'étaient pas simplement des succès critiques ou commerciaux. Ce furent des expériences qui, selon de nombreux témoignages et les déclarations de l'acteur lui-même, ont modifié sa perception du métier, de l'identité et de la frontière entre le personnage et la personne. Il est impossible de comprendre son discours ultérieur sur l'illusion du moi sans s'arrêter sur The Truman Show et Man on the Moon. Dans Man on the Moon, Carrey a interprété le légendaire comédien Andy Kaufman, une figure inclassable qui avait construit sa carrière sur la provocation et la rupture des attentes. Kaufman ne cherchait pas à faire rire de façon conventionnelle, il jouait avec le public, le déstabilisait et l'irritait. Son art consistait à effacer la frontière entre la blague et la réalité. Pour l'incarner, Carrey a adopté une méthode extrême pendant le tournage, selon les membres de l'équipe, et cela a été documenté des années plus tard. Dans le matériel qui allait donner naissance au documentaire The Great Beyond, il est resté dans le personnage, même hors caméra. Il n'incarnait pas seulement Kaufman lorsque la scène l'exigeait, il interagissait avec le casting et l'équipe technique comme s'il était lui, alternant aussi avec le personnage de Tony Clifton, l'alter ego grossier et provocateur de Kaufman.
Ce comportement a généré de réelles tensions. Il y a eu des disputes sur le plateau, des moments de malaise et des situations qui dépassaient le cadre habituel d'un tournage. Certains y ont vu un engagement artistique absolu, d'autres l'ont décrit comme violent ou déstabilisant. Ce qui est certain, c'est que Carey semblait avoir franchi une limite. Il ne jouait pas Kaufman, il essayait de le canaliser. Dans des interviews ultérieures, Carey a expliqué avoir eu l'impression d'être choisi par Kaufman, vivant une expérience presque spirituelle, et qu'à certains moments, il avait l'impression de ne pas prendre de décision consciente, mais de permettre au personnage d'agir à travers lui. Ont-ils considéré cela comme une disgrâce? Décrire le processus a alimenté la perception publique d'excentricité, mais cela a aussi révélé quelque chose de plus profond. Il a donné ce sentiment de désespoir dans l'identité est malléable, interchangeable et performative. Un an plus tôt, dans The Truman Show, Jim Carrey incarnait Truman Burbank, un homme qui découvre que toute sa vie a été diffusée comme une émission de télé-réalité sans son consentement, qu'il vit dans un décor de cinéma et que chaque personne autour de lui joue un rôle dans un scénario caché. Le film a consolidé Jim Carrey comme un acteur dramatique de premier plan. Au-delà de la reconnaissance, l'impact personnel semble avoir été significatif. Jim Carrey a souligné à plusieurs reprises que l'histoire de Truman a profondément résonné avec sa propre expérience de la célébrité. La sensation d'être constamment observé, d'habiter une scène conçue par d'autres et de vivre dans une histoire qu'il ne contrôlait pas entièrement. Tout comme Truman commence à soupçonner que son environnement est artificiel, Jim Carrey a commencé à remettre en question l'authenticité de l'identité qu'il avait construite. Certains analystes culturels ont souligné que The Truman Show a anticipé l'ère de l'hyper-exposition numérique et des émissions de télé-réalité omniprésentes. Pour Jim Carrey, cela a été la porte d'entrée pour qu'il commence à parler plus fréquemment de la dépression, de la pression de maintenir une identité publique, et sur la sensation que le succès ne comblait pas le vide intérieur. Tout simplement, il a commencé à remettre en question l'architecture mystique de la célébrité, justement au moment où cette architecture l'avait consacré comme l'un de ses piliers les plus brillants. Et quand une star décide d'interroger le système qui la soutient, le système ne répond pas toujours par des applaudissements. Jim Carrey n'existe pas. Au milieu des années 2010, quelque chose a changé dans le discours public de Jim Carrey, c'était à la fois subtil et disruptif. Il a commencé à parler de la célébrité comme s'il s'agissait d'une fiction partagée. Une structure mentale soutenue par des millions de personnes qui projettent des désirs, des peurs et des attentes sur un visage connu. Pour un système qui vit de la stabilité du mythe, entendre l'une de ces icônes déclarer que le mythe n'est pas réel s'est avéré profondément inconfortable. L'un des moments les plus commentés a eu lieu lors d'un tapis rouge de la Semaine de la mode de New York. Lorsqu'il a affirmé dans une interview télévisée qu'il n'existait pas en tant qu'entité solide, qu'il n'y a pas de moi et que le personnage, appelé Jim Carrey, est une construction que l'univers est en train d'expérimenter. L'extrait est devenu viral, a été monté, ridiculisé et partagé comme preuve de folie. Cependant, dans le contexte plus large de ces déclarations, ce qui en ressortait n'était pas du délire, mais une position philosophique, influencée par des courants de pensée orientale, par des lectures sur la non-dualité et par une quête spirituelle qu'il avait lui-même entamée des années auparavant. Tu sais, rien de tout cela n'a de sens. Alors je voulais trouver la chose la plus dénuée de sens à laquelle je pouvais arriver et m'y joindre. Et me voilà. Il y a des icônes à l'intérieur, tu crois aux icônes? C'est vraiment le niveau le plus bas auquel on puisse aspirer, tu sais, la possibilité la plus faible qu'on puisse imaginer. C'est comme les icônes, tu crois aux icônes? Je ne crois ni aux personnalités ni à ton existence. Il y a un parfum merveilleux dans l'air. Contrairement à d'autres personnalités publiques qui gèrent soigneusement chaque mot pour ne pas nuire à leur propre image, Carrey semblait prêt à dynamiter la sienne. Au lieu de renforcer l'image du comédien infaillible, il a commencé à montrer des doutes, de la fragilité et une critique ouverte de la culture qui le brandissait comme un étendard ou comme un héros. Il a même parlé des Illuminati, qui seraient dans l'ombre, de puissants membres de l'élite qui tireraient les ficelles de la réalité. Il a évoqué l'alchimie et comment le consumérisme nous empêche de rencontrer une version supérieure de nous-mêmes. Et il a exhorté ceux qui l'écoutaient à approfondir leurs recherches sur les anciennes techniques de méditation qui, selon lui, cachent une porte vers un niveau plus profond de la conscience. C'est un signe de gang. Oh, genre, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est.
Je n'en ai aucune idée. Tu ne sais pas, Jimmy Fallon ne sait pas, David Letterman ne sait pas, nous ne savons pas, tous les humoristes et le show business ne savent pas ce que c'est bien ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Allez Jimmy, sérieusement, le temps est écoulé. Les gens sont au courant de ce genre de choses. Je suis ici ce soir pour tout révéler, pour être le lanceur d'alerte. J'en ai assez des secrets et des mensonges. C'est le symbole secret des Illuminati, et tu en fais partie, et c'est la langue qui se moque de tout. Oh, pendant cette période, il s'est également consacré intensément à la peinture, son atelier est devenu un refuge et un laboratoire. Et le court documentaire I Needed Color, il montrait un Carey introspectif, presque méditatif, expliquant que l'art lui permettait d'exister sans la pression d'être observé comme un produit. De nombreuses œuvres à tonalité politique ou existentielle ont circulé dans les galeries et sur les réseaux sociaux, élargissant la perception selon laquelle il construisait une identité parallèle à celle de la star hollywoodienne. L'industrie a réagi avec un mélange de curiosité et de distance. Bien qu'il ait continué à travailler, le volume de projets n'était plus le même que dans les années 90 ou au début des années 2000. Certains analystes soutiennent que la diminution des offres répond simplement à l'évolution naturelle d'une carrière qui avait déjà atteint son apogée commercial. D'autres soulignent que son discours imprévisible et sa résistance à s'intégrer dans le moule promotionnel traditionnel l'ont rendu moins fonctionnel pour un système qui privilégie la prévisibilité. Ainsi, la question a commencé à prendre forme. Nous assistions au retrait volontaire d'un homme qui ne trouvait plus de sens dans le jeu, ou bien le début d'un éloignement progressif où l'industrie, face au chaos du discours, choisissait de réduire son exposition. La réponse n'est pas linéaire, et pour la comprendre pleinement, il est nécessaire de plonger dans l'épisode le plus sombre et médiatiquement dévastateur de sa vie adulte. Un événement qui a amplifié la tension entre son identité publique et sa réalité privée. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. La tragédie et le jugement public. En septembre 2015, la perception de Jim Carrey a changé de cap de manière brutale et douloureuse. Catriona White, son ex-compagne, a été retrouvée morte à Los Angeles. Elle avait 28 ans. L'autopsie a déterminé qu'il s'agissait d'une overdose de médicaments prescrits. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques heures, non seulement à cause de la tragédie elle-même, mais aussi à cause du nom qui s'est inévitablement retrouvé associé au titre. Carrey et White avaient eu une relation intermittente. Ils se sont rencontrés en 2012, ont repris contact à différents moments et, selon des proches, ont traversé des périodes d'intensité émotionnelle et d'éloignement. Après la mort de la jeune femme, des messages, des versions et des déclarations contradictoires ont émergé, transformant une tragédie intime en un spectacle mondial. Pour toute personnalité publique, le deuil devient difficile sous le regard du public. Dans ce cas, ce regard a pris une forme judiciaire en 2016. L'ex-mari de White et sa mère ont intenté une action civile contre Jim Carrey, l'accusant d'avoir fourni des médicaments qui ont ensuite été utilisés lors de la surdose et d'avoir contribué émotionnellement à sa dégradation. Ils ont également affirmé que Jim Carrey avait transmis à White plusieurs maladies sexuellement transmissibles. L'accusation n'était pas anodine, elle suggérait une responsabilité indirecte dans la mort. Les médias, avides de sensationnalisme, ont amplifié chaque détail, chaque document présenté devant le tribunal et chaque phrase ayant fuité. Les réseaux sociaux, déjà établis comme tribunal parallèle, ont rendu des verdicts immédiats, sans attendre les décisions de justice. Carrey a nié catégoriquement les accusations et a réagi en déposant une contre-plainte, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative d'extorsion et que les allégations étaient de fausses et profondément nuisibles. Le procès a duré des années, liant désormais son nom à des gros titres gênants et à des rumeurs persistantes. En 2018, la plainte a finalement été rejetée et les parties sont parvenues à un accord confidentiel, ce qui a officiellement clos l'affaire judiciaire. Cependant, la clôture juridique n'a pas impliqué un effacement symbolique. Dans des interviews ultérieures, Carrey a évoqué la douleur causée par la mort de White et l'épuisement ressenti après des années de litige. Sous les projecteurs médiatiques, à la croisée du deuil, du procès médiatique et de la transformation personnelle, l'image d'un Carrey de plus en plus distant a commencé à se consolider. Pour beaucoup, il avait définitivement perdu la raison, tandis que d'autres ont commencé à le voir comme une sorte d'illuminé. Alors que d'autres acteurs de sa génération renforcèrent des franchises et consolidèrent des univers cinématographiques, Carrey alternait entre des projets et de longues périodes de silence, comme s'il testait jusqu'où il pouvait s'éloigner.
sans rompre définitivement le lien avec l'industrie. En 2022, lors de la tournée promotionnelle de Sonic, The Hedgehog 2, il a déclaré publiquement qu'il envisageait de prendre sa retraite, affirmant qu'il était satisfait de ce qu'il avait accompli et qu'il préférait se consacrer à une vie plus tranquille. Mais bien sûr, il ne suffit pas de souhaiter une vie tranquille pour l'avoir. Sa dernière apparition jusqu'à présent a laissé plus de questions que de réponses, une vague de théories du complot et un soupçon plus que terrible. Quelqu'un a-t-il remplacé Jim Carrey? Carrey et les théories du complot? Lorsque Jim Carrey est monté sur scène lors des Césars à Paris pour recevoir un prix honorifique, le geste institutionnel était clair. Le cinéma européen reconnaissait une carrière qui a marqué des générations. Son discours en français était émouvant, mesuré, même chaleureux. Il a évoqué l'importance de son père dans sa vie et a surtout souligné sa gratitude, sans évoquer de rupture ou de provocation. Au moment où il s'est présenté devant le public, on sentait l'émotion dans la salle. La conversation publique a pris une tournure inquiétante sur les réseaux sociaux où a commencé à circuler une théorie qui semblait sortie d'un roman paranoïaque. L'homme qui se trouvait là n'était pas le véritable Jim Carrey. Certains utilisateurs affirmaient que son visage avait l'air différent, que ses traits ne correspondaient pas à ceux du passé, que sa voix sonnait légèrement différente. Les comparaisons photographiques se sont multipliées. Les fils conspirationnistes parlaient de remplacement, de doublure, voire d'une supposée usurpation délibérée. Aucune enquête formelle, ni aucune donnée. La paranoïa a débuté sur les réseaux, accompagnée d'un malaise face à une figure iconique vieillie, peut-être par la chirurgie. Mais est-ce logique? Un homme qui a parlé si longtemps de l'importance de l'être intérieur et de la mort de l'ego apparaissait maintenant visiblement opéré pour cacher ses rides. Pourquoi, après avoir tant rejeté son rôle de star, est-il apparu si soumis, délicat et prêt à être honoré? Une simple contradiction comme tout le monde peut en avoir, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière, ou y a-t-il quelque chose derrière? Certains ont dit que peut-être le vrai Jim Carrey avait été réduit au silence et que maintenant ce double essayait de se faire passer pour lui, afin que personne ne se doute de rien. Tout cela semble exagéré, mais quand on se souvient de Carrey accusant l'industrie d'être dominée par des sectes, il est impossible de ne pas avoir des frissons. De la même manière, c'est troublant lorsqu'on voit un extrait vidéo dans lequel, devant quelques journalistes, Jim parle de combien il lui a coûté de le dire. Son discours, avec un ton très doux, dit quelque chose comme « Quand j'ai entendu le discours des autres, je me suis dit que j'étais mort. » Pour beaucoup, ce « je suis mort » a un poids particulier et peut être la pièce centrale de ce puzzle. L'ont-ils tué et l'expriment-ils ouvertement? La réalité peut-elle être aussi perverse? Dans certains secteurs des réseaux sociaux, un autre type d'hypothèse a commencé à circuler. L'homme qui est monté sur scène n'était pas Jim Carrey, mais Alexis Stone, l'artiste performeur britannique connu pour ses transformations hyper réalistes de célébrités. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexis Stone, nom de scène d'Elliot Joseph Brands, est célèbre pour ses caractérisations extrêmement détaillées qui le transforment en personnalité publique avec un niveau de précision étonnant. Ses apparitions publiques, sous les traits d'autres personnes, ont été documentées lors d'événements de mode et sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, il est monté sur scène lors de la projection du film, sur une scène créée par l'artiste, brouillant ainsi la frontière entre réalité et fiction et jouant avec la perception du spectateur. Son œuvre consiste précisément à démontrer que l'identité peut être reproduite grâce au maquillage, aux prothèses et à la performance. L'agencement narratif semblait parfait pour l'imagination numérique. Si Carrey affirme depuis des années que l'identité est un masque, quel meilleur rebondissement final que de découvrir que le masque était littéral. Cette dynamique met en lumière un phénomène plus large à l'ère de la manipulation numérique et des deepfakes. La frontière entre authenticité et représentation devient poreuse. Le soupçon permanent s'installe comme un réflexe automatique. Et en vérité, nous ne pouvons plus faire confiance à rien de ce que nous voyons sans le vérifier encore et encore. Autrement dit, de plus en plus, tout peut être une imposture. Après le bruit numérique qui a éclipsé sa reconnaissance lors des Césars, la question qui plane sur toute cette histoire s'impose à nouveau avec plus de force que jamais. Que s'est-il vraiment passé entre Jim Carrey et Hollywood? L'homme qui a retiré son masque? Il est clair qu'Hollywood peut tolérer l'authenticité, voire les abus, tant qu'ils ne remettent pas en cause le fondement du spectacle, et Carrey, à sa manière, l'a fait.
D'un point de vue historique, de nombreuses stars traversent une phase de déplacement générationnel. Ce qui est singulier dans ce cas, c'est que Carey lui-même a raconté ce déplacement comme un choix conscient. Il n'a pas parlé de décadence ni de manque d'opportunités, il a parlé de plénitude, d'autosuffisance, de ne plus avoir besoin de validation externe. Cela modifie la lecture habituelle du déclin, car cela transforme ce qui pourrait être interprété comme une perte en une forme d'autonomie. Et si c'était la clé? Et si Carey était dangereux, justement parce qu'il prône l'autonomie? Dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver un chemin identitaire authentique qui ne soit pas tracé par des algorithmes. C'est là que réside le noyau le plus troublant de sa biographie. Non pas dans la théorie du double ni dans le retrait partiel, mais dans la possibilité qu'une des plus grandes stars de sa génération soit arrivée à la conclusion que là, l'éclat que tous recherchent n'est qu'une projection sur un écran qui finit tôt ou tard par s'éteindre. Alors, cela ne semble pas être une rupture brutale, mais plutôt une divergence progressive. Hollywood a continué vers des modèles d'affaires plus structurés, axés sur les marques et sagas. Carey s'est tourné vers une voie spirituelle qui ne dépend pas du calendrier des sorties. À l'intersection de ces trajectoires, la distance est devenue inévitable. Ce qui demeure, c'est une figure présente à toutes les fêtes. Les phases de la célébrité moderne, ascension fulgurante, consolidation économique, exploration artistique, tragédie personnelle, remise en question philosophique et soupçon numérique. Ce n'est pas nouveau que le public veuille que ses idoles restent reconnaissables, cohérentes, figées dans la version qui a marqué sa propre jeunesse. Lorsque cette figure change, physiquement ou idéologiquement, cela est perçu comme une trahison ou une anomalie. Jim Carrey a-t-il été victime d'Hollywood? Non, au sens classique, il a été mis de côté. Il ne montre pas d'expulsion explicite, il s'est retiré volontairement. En grande partie, oui, il est clair que Jim Carrey a commencé comme l'homme aux 1000 visages et a fini par être l'homme qui expliquait que tous ces visages étaient des masques, mais pas seulement, maintenant il est devenu lui-même un masque. Le vrai Jim Carrey était-il à Paris ou s'est-il passé autre chose? Il s'agit d'un autre acte d'avant-garde dans la trajectoire d'un individu qui s'est montré hyper conscient de son rôle au sein du système. La vraie question n'est pas ce qui est arrivé à Jim Carrey, mais pourquoi cela nous dérange tant quand quelqu'un qui a réalisé un rêve admet qu'il n'était pas ce que l'on croyait? Sommes-nous incapables d'accepter l'absence de fin heureuse? Pourquoi sommes-nous à la fois fascinés et effrayés qu'on nous rappelle que tout est une construction sociale? Pourquoi avons-nous cessé de nous poser des questions qui étaient autrefois plus accessibles? Pourquoi acceptons-nous l'illusion aussi paisiblement? Jusqu'où est allé le contrôle? Sur nos croyances et notre consommation? Et, plus important encore, et si Jim Carrey avait raison et que le fait qu'on parle autant de lui aujourd'hui, ce n'est qu'un autre piège d'un système qui, de plus en plus souvent, rend viral n'importe quoi, même les discours qui cherchent à le délégitimer. Pendant que nos appareils ont fait de nous tous les nouveaux Truman, il est temps de commencer à nous demander que pouvons-nous faire pour sortir de cette cellule sans barreaux dans laquelle la modernité nous a enfermés et endormis?